Et il y a un autre point aussi que je voulais parler qui était ultra intéressant, c'est la partie en fait LinkedIn. Tu es arrivé sur LinkedIn en tant que comment je pourrais dire ça? En tant qu'extraterrestre. C'est marrant ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que tu t'adresses aux donneurs de leçons. C'est enfin, Je me sers d'eux, mais c'est pas à eux que je m'adresse. Oui. Et c'est moi le bourdin. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Grand Talk. Et aujourd'hui, dans notre émission, alors quelle émission? Je suis accompagné de mes deux compères et on a à ma droite Alain. Bonjour Alain. Yes, bonjour Olivier. Alors j'espère que tu vas bien et que tu as préparé, il va falloir de l'énergie, il va falloir que tu ailles très 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 haut. Pourquoi c'est du lourd, très lourd aujourd'hui? Je pense. Là, quand les spectateurs vont voir notre invité, je crois qu'ils vont être agréablement surpris, surtout ceux qui fréquentent LinkedIn. Et puis, on a notre chroniqueur du jour, monsieur Alexandre. Comment vas-tu, Alexandre? Très bien. Cordani, c'est Cordani mon nom. Voilà. Je ne sais pas si tu avais oublié, mais oui, effectivement. Non, parce qu'en ce moment, on t'appelle Mister Secret de Pige. C'est pour ça, effectivement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bonjour Idriss. Et vous voyez à l'écran Idriss qui est avec nous. Salut les gars, merci de m'avoir invité. Et bah, écoute, d'être parmi vous. Avec plaisir. Tu nous remercieras après, parce que là... on t'a pas fait la note encore, tu vas voir, elle va bientôt arriver. Mais Alain a commencé à me briefer. Je peux te poser des questions là-dessus. Je suis où je suis venu, quoi. Ici, en fait, on a la parole libre, l'antenne libre, et puis tous les sujets qui te passent par la tête et qui correspondent à l'immobilier nous conviennent tout à fait. Super. Et ben voilà. Alors, dans ce petit tour de table pour le Grand Talk, aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer un professionnel de l'immobilier. Idriss, toi, tu es chasseur d'appartements. Exactement. C'est comme l'émission. Et de maisons. Et de maisons. Bon, en fait, le terme exact, c'est chasseur de biens immobiliers. Alors, en France, on fait la distinction. On nous appelle des chasseurs, mais en réalité, on est des agents immobiliers ou des agents co, peu importe le statut. En fait, on appelle chasseurs de biens immobiliers ceux qui représentent les acquéreurs. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis chasseur d'appart et pas chasseur de biens immobiliers parce que ça renvoie toujours à l'émission de Stéphane Plaza qui est toujours super bien vue. Et je vous assure, à chaque fois en soirée, Idriss, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chasseur d'appart. Ah non, mais c'est génial. Ça remet tout de suite l'émission. On croit d'ailleurs que ça se passe comme à l'émission. Non, donc, notre quotidien est totalement différent. Tu ne te balades pas avec tes caméras? Ah non, pas encore. Pas du tout? Pas encore, ok. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu tutoies les clients? Est-ce que tu leur fais la bise comme l'émission ou pas? Ah non, je ne leur fais pas la bise. Il y a certains clients que je tutoie, mais c'est uniquement quand ils me le demandent. Ouais. Donc, c'est juste la télé. Hein. Ah oui, c'est ça. Et puis, moi, quand je viens, je fais la visite, mais pendant les visites, je ne parle pas du tout autant qu'à la télé. Souvent, je laisse le client visiter par lui-même. Et la plupart du temps, c'est pour de l'investissement locatif. Donc, nous, la visite, ça va très vite. C'est des studios, des 2 pièces. Donc, Oui, donc en fait, du coup, tu as pas mal d'investisseurs. Exactement. C'est ça, dans ta base de données. Et du coup, tu leur proposes des appartements que tu peux avoir. C'est ça, en fait. Moi, mes clients, en fait, c'est des personnes que j'aide à devenir, en fait, investisseurs immobiliers. Mon travail ne s'arrête pas juste à rechercher l'appartement. En fait, je les aide vraiment sur tout le processus. C'est-à-dire, on va souvent se diriger sur des biens, d'ailleurs, avec travaux. Donc, moi, je leur permets, en fait, déjà de gagner du temps parce que je vais effectuer les visites pour eux. Je vais les aider ensuite dans l'acquisition. Et ensuite, une fois entre la promesse et l'acte authentique, je vais aussi venir des entreprises pour chiffrer, préparer les devis, préparer les plans. Très intéressant. Et une fois qu'ils ont les clés, sans perdre de temps, dès le lendemain, on démarre les travaux. Et pareil, en fait, je les aide en gérant les entreprises. Ça va jusqu'à l'ameublement, puis jusqu'à la mise en relation avec une société de gestion. Donc, c'est vraiment une solution clé en main. Comme ça, eux, ils pilotent ça très souvent depuis chez eux, avec tous les résumés que je leur fais. Mais ça ne s'arrête pas juste à l'acquisition du bien. Non, tu vas au bout du process. Exactement. Oui, c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai très, que très c'est. Et du coup, est-ce que tu vas jusqu'à la location?
Non, la location, on les met en contact avec un autre professionnel. Ok. Parce que déjà, moi, mon quotidien, c'est 50% du temps, je suis sur le terrain, enfin même beaucoup plus, mais c'est pas que pour des visites, c'est très souvent de la gestion de chantier où on s'assure que tout se passe bien. 95% du temps, ça se passe bien, mais le problème, c'est quand il y a des petits soucis sur les chantiers, souvent, ça te prend tout le temps. Et du coup, il faut gérer ça, et c'est ce que aussi apprécient nos clients. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne le voient même pas quand on rencontre des petits problèmes, parce qu'en fait, nous, on gère tout derrière pour que tout se passe bien et qu'on fluidifie vraiment toutes les étapes. Ah oui. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, Et vas-y, Alain. mais c'est vrai que, en tout cas dans la manière de communiquer, mais nous on le voit aussi, il y a des agences qui font de plus en plus d'accompagnement, qui considèrent que les honoraires ou la commission, c'est pas simplement rentrer un mandat, faire des visites, travailler une offre et remplir un compromis et aller jusqu'à la signature de l'acte authentique. C'est aussi accompagner le client, l'acquéreur, dans toutes ces démarches. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un peu en concurrence avec toutes ces agences qui font donc ce fameux service plus ? Et j'ai presque envie de te poser la question, mais alors comment tu te différencies de ces agences qui font la même chose que toi ou toi la même chose qu'eux ? Comment tu arrives à justifier en définitive tes honoraires par rapport à tous ces réseaux, ces agences qui font de plus en plus ce service plus ? Alors déjà, contrairement à eux, je trouve d'ailleurs c'est une erreur. J'ai déjà vu certains agents immobiliers aller un peu plus loin dans le service, comme disait, aller jusqu'au bout, mais de l'inclure finalement dans les honoraires de vente. Moi, tout ce que je fais après pour les travaux, c'est une prestation différente. Donc, je suis payé pour aller chercher, trouver, sourcer le bien grâce à toute ma communauté d'agents immobiliers, trouver des biens off-market quand c'est possible, négocier le bien avec l'agent immobilier. Ça fait partie d'une prestation, finalement, comme tout autre agent immobilier, sauf que la suite... Parce que des fois, ça s'arrête là. Des fois, ça nous arrive d'acheter des appartements qui sont en très, très bon état, donc il n'y a pas de travaux à faire. Et si on fait des travaux, dans ce cas, ça fait l'objet d'une autre prestation. Là où moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être en concurrence ou de leur faire du tort, c'est que les quelques-uns, j'en vois pas souvent qu'ils le proposent, je trouve, alors après, c'est peut-être parce que je me regarde le nombril et je ne vais pas voir ce qu'ils font exactement, mais je trouve qu'ils ne vont pas tout aussi loin. Moi, de ce que j'ai vu, ça allait au mieux, ils proposaient des plans. Sinon, il faisait faire des devis, mais il ne s'occupait pas après de gérer l'entreprise. Moi, je drive vraiment l'entreprise, je m'occupe de tout. Je suis l'interlocuteur. Ouais, tu fais plus du cousu humain, effectivement. C'est vraiment du clé en main. Donc, pour moi, oui, on peut dire qu'on est concurrents parce qu'on est sur le même marché, mais je n'ai pas l'impression de les concurrencer dans le sens où je m'adresse pas aux mêmes personnes qu'eux et je ne fais pas exactement la même chose qu'eux. Et du coup, les gens qui viennent te voir te disent moi, je veux 8%, je veux 9%, je veux 10%. Comment ça se passe ? Oui, 9 fois sur 10, c'est pour de l'investissement locatif. Ouais. Mais il faut bien comprendre que lorsque tu fais appel si tu fais appel à un chasseur pour obtenir les rentales que tu viens, tu vas pas investir sur Paris. D'accord. Parce que déjà, en plus, très souvent, tu fais le calcul, plus le coût en plus du chasseur, ça grève tout. Et ceux, généralement, qui cherchent ces rentales-là, ils font le travail par eux-mêmes. Moi, je m'adresse plutôt aux personnes en fait, qui veulent investir, mais qui se servent de l'immobilier pour diversifier leur investissement. Patrimonial. Exactement. Donc en fait, moi, c'est pas rare. Généralement, je ne trouve pas qu'un seul appartement pour un client. J'en cherche d'ailleurs plusieurs et pas tous avec le même objectif. Des fois, on peut acheter dans une zone où on sait qu'on n'achète pas cher maintenant parce que ça va augmenter. Des fois, on va acheter à l'inverse dans une zone qui coûte déjà très cher, mais c'est parce qu'on est sectorisé dans un super lycée parisien. On va mixer et en fait, on fait tout un portefeuille. Donc on regarde la renta. Mais forcément, quand tu regardes les rentas à Paris, entre l'augmentation des prix et l'encadrement des loyers, c'est compliqué. Donc voilà, on garde la renta parce qu'on optimise cette renta, mais finalement, elle est à regarder par rapport à ce que tu peux obtenir à Paris. Évidemment. Et au mieux, à Paris, là, en ce moment, moi, de ce que je propose, c'est 4% brut. Voilà. Il y a encore un an et demi, 2 ans, on arrivait à proposer du 5% brut, mais c'est plus possible. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on vient, c'est vraiment patrimonial, c'est pour se constituer tout un ensemble de biens et c'est pour ça du coup ça a du sens en fait ils n'achètent pas juste pour acheter et mettre à louer, non, ce qu'on cherche c'est vraiment de se faire un superbe appart, c'est pour ça qu'on va la plupart du temps les acheter avec des travaux
Et comme ça, pareil, on optimise les travaux, on fait des petits bijoux, quoi. D'accord. Et comment es-tu arrivé à cet univers-là de l'immobilier? Tu as quelqu'un dans ton entourage qui le... Je suis un bébé dans l'immobilier. Vraiment, hein, quand on parlait là, ceux qui nous écoutent, faut savoir qu'en fait, c'est pour ça que moi je suis avec un manteau là, parce que je suis en pleine digestion et Olivier nous a offert un super bon burger avec des frites. Burger time. Voilà, et du coup on a eu le temps de discuter et j'ai pu voir vous quel était votre background dans l'immobilier, votre expérience. Moi je suis dans l'immobilier depuis 2017 seulement. Comme nous. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, tout mon parcours professionnel est un peu décousu. Je ne viens pas de l'immobilier. J'ai d'abord été dans le sport, puis après dans le BTP, pour débarquer dans l'immobilier en 2017. Et j'ai travaillé auprès avec qui je travaille toujours, mon collègue David Lécuyer. Et en fait, qui faisait déjà ça à l'époque. Et puis du coup, j'ai commencé à faire ça avec lui. Mais du coup, moi, je suis arrivé dans l'immobilier comme un débutant, mais sans avoir fait, avoir eu la casquette d'agent immobilier avant de vente. Donc pour moi, l'immobilier, c'était ça. C'était aller visiter des appartements, trouver l'appartement. Et c'est pour ça que du coup, moi, toute mon expérience, et c'est la seule que je connaisse, et c'est pour ça que je le dis tout le temps, c'est la première chose que j'ai dit, mais moi, j'ai jamais vendu le moindre appartement ou maison. Par contre, même si je ne l'ai jamais fait, maintenant, à force de voir les agents immobiliers faire, et parce que je les vois tous les jours, comment ils font, je ne vais pas dire que je suis sûr que je saurais le faire, mais je peux te dire maintenant très facilement qui le fait bien ou qui le fait mal. Parce qu'en réalité, je suis devenu un client professionnel. Et oui, donc là, on comprend le lien avec le bâtiment. Oui, parce que tu as exactement. Fait du BTP. Et puis, maintenant, ta deuxième partie, tu as créé un site. Si je peux juste rajouter une petite chose, parce que en fait, tu dis que tu sais reconnaître les bons et les mauvais agents immobiliers. Ouais. Voilà. C'est intéressant, en fait, de savoir un petit peu qu'est-ce que tu as pu reconnaître pour reconnaître un bon et reconnaître un mauvais, en fait. Mais en fait, au début, je ne m'en rendais pas compte. Parce que des fois, je ne m'en rendais pas. Au début, quand je voyais quelques-uns, pour moi, les quelques-uns que je voyais, pour moi, c'était la norme. Et puis, quand tu tombes sur vraiment un bon ou de très bons, puis tu te dis, mince, comment ça se fait? Ça ne se passe pas comme ça habituellement. Et moi, je te prends un truc qui me paraît être le b.a.-ba pour un agent immobilier. Mais en réalité, c'est le b.a.-ba pour n'importe quel type de commerce. C'est quelque chose que j'ai retrouvé tout de suite en arrivant tout à l'heure. Moi, je rentre dans une boulangerie. Si la personne derrière le comptoir fait la gueule, ça me saoule et je ne reviens pas. Je peux t'assurer le nombre de fois où j'arrive devant un immeuble, qu'on m'attend, et j'ai agent immobilier. Bonjour, c'est derrière. Oh là. Mais à l'inverse, quand tu as un agent immobilier qui est content d'être là, qui t'accueille, qui a le sourire, qui a la banane, mais ça se ressent sur tout le reste et ça facilite d'ailleurs tout le reste. C'est ça qui fait aussi la transaction. Mais je pense qu'une partie... le savoir-être. Oui, le savoir-être et surtout l'expérience client. Quand tu arrives et que tu as une énergie, que tu aimes ton métier, que tu en parles de la maison ou de l'appartement avec passion, exactement. Je pense que déjà la moitié de la vente est faite. Parce que le client va se dire finalement, j'enlève le côté mauvaise énergie et je me projette sur le bien. Et là, on me parle du bien. Et d'ailleurs, nous, dans les formations, c'est comme ça un petit peu qu'on le dit, qu'on en parle. C'est que faut oublier le côté technique du bien. J'ai la fibre, vous allez trouver un séjour, vous avez l'exposition, mais parler le mode de vie. C'est-à-dire connaître le secteur, connaître l'endroit, connaître bien sûr toutes les activités. C'est ça qu'il faut apporter au niveau des clients. C'est le second point. Là, je t'ai parlé du savoir-être. Et 80%, ça va quand même, une bonne chose, c'est que 80% quand même des agents, ils arrivent, ils sont accueillants. Heureusement d'ailleurs. Mais tu as le second point qui est la maîtrise de son dossier en réalité. La plupart du temps, il y en a qui viennent. La dernière fois, j'ai fait une visite et l'agent immobilier, il a passé tout son temps à m'expliquer. Alors à telle heure, le soleil, il est là-bas, là. Ok. Puis on rentre dans une pièce, ça c'est le salon, ça c'est les WC. Non, mais j'ai pas envie de savoir ça. Moi, ce que j'ai envie que tu me dises, c'est quoi l'école de. Enfin, quelle est l'école de la sectorisation, le collège, quel est son taux de réussite au brevet, au lycée. Ça, c'est des choses qui ne sont pas sur l'annonce. Par contre, si tu me le dis et que je viens pour des clients qui ont des enfants, ça fait toute la différence. Exactement. À combien de temps est-ce que je peux aller à l'école à pied? Est-ce que c'est facile de me garer? Ça paraît anecdotique. Alors, c'est des infos qu'il ne faut peut-être pas lâcher dès le début.
Mais dès que moi, une fois que j'ai fait la visite, moi, je fais toujours en 2 temps. Au début, je dis rien à l'agent, ou juste je parle, je rigole avec lui pour détendre l'atmosphère. Puis il y a toute une rafale de questions qui arrivent à la fin de la visite. Et puis je le vois quand il y en a un qui maîtrise son dossier. Très souvent, ceux qui rentrent le mandat, d'ailleurs, en fait, n'ont pas de soucis parce qu'ils connaissent le dossier. Mais quand tu as affaire des fois dans une agence, il y en a un qui a rentré le mandat. Toi, tu viens avec l'autre. Tu vois, il cherche. Ok, il y a des infos qui peuvent te passer plus tard. S'il n'a pas la taxe foncière, c'est pas important, il peut te la dire dans un second temps. Mais tu sens qu'il ne connaît pas très bien le secteur. Mais moi, des fois, quand je vois ça, je me dis, mais mince, imagine s'il y avait le vendeur là, qui pouvait être une petite souris qui te voyait comme ça répondre à toutes mes questions. Ah bah je reviens vers vous. Ah bah je reviens vers vous. Alors après, malheureusement, des fois, tu as les vendeurs qui ne connaissent pas et qui n'aident pas non plus. Exactement. Et les vendeurs qui donnent un mandat simple, en tout cas les commerciaux, les agents qui récupèrent les mandats simples, ils n'ont qu'une chose, c'est d'aller vite pour pouvoir vendre le bien. C'est vrai que ce n'est pas forcément non plus une évidence. Maintenant, si tu as affaire à une agence immobilière sur Paris, t'imagines qu'effectivement, tu penses que l'agent immobilier qui est sur Paris ou le conseiller immobilier qui est dans son agence, il connaît quand même son secteur, donc il connaît les écoles, etc., malgré qu'ils ne connaissent pas forcément très très bien le bien et que le propriétaire ne lui a pas donné encore la taxe foncière. Mais effectivement, le b.a.-ba, c'est quand même de connaître son secteur. Tu as tout à fait raison. D'accord. Et il y a d'autres points moi, que je vois, et je le vois par exemple lorsque les professionnels du coup, commentent sur mes posts LinkedIn, et quand je leur demande c'est quoi un bon agent immobilier ou pourquoi il faut passer par un agent immobilier, très souvent, ils disent « Ah, mais nous, notre plus-value, c'est de qualifier les acquéreurs. » Je peux t'assurer, pour appeler tous les jours, il y en a. Quand bien même je leur explique ce que je fais, ok, très bien, j'ai compris, mais alors tes clients, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Je fais la description exacte. Si à un moment donné, le professionnel en face me dit non, ça n'a pas collé, ne viens pas. Ils sont rares à te dire la plupart du temps, même s'ils sentent que ça n'a pas collé. Ils veulent faire de la visite pour faire de la visite, ils perdent leur temps, ils te font perdre le leur. Ou il y en a, ils ne te posent même pas la question d'ailleurs. Oui, la découverte client, c'est vraiment quelque chose qui est, pas pris au sérieux. Exactement. Déjà, le premier point, le recrutement, c'est-à-dire recruter les personnes qui viennent quand on leur demande pourquoi vous voulez rentrer dans le monde de l'immobilier. Parce que j'aime bien la pierre. J'aime bien la pierre, j'ai envie de gagner de l'argent. On a plein de points différents, mais tu vois, là tu disais le faire être un expert local de sa zone et puis au niveau de son métier, c'est ultra important. Aujourd'hui, c'est là où on va pouvoir faire la différence par rapport aux autres. Et je pense que l'immobilier forme trop pour les réseaux structurés en technique, ne forment pas assez pour ceux qui sont là pour recruter en masse. Et toi, au fur et à mesure en fait, où tu rencontres tous ces professionnels-là, tu as fini, comme à l'instar de Napoleon Hill qui rencontre des entrepreneurs à succès, tu rencontres en fait des agents immobiliers ou des conseillers et tu as fini par créer un nectar, une recette pour détecter le bon agent du mauvais agent, un petit peu comme... C'est ma secret sauce, quoi. C'est mon savoir-faire. Sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que j'ai développé un savoir-faire parce que tous mes amis savent mon métier et ça fait 4 ans. À chaque fois que j'ai un pote un des parents ou des grands-parents qui vend un appartement sur Paris, il vient me voir, Idriss, à qui je passe mon mandat? Et surtout, pourquoi? Alors, quand je connaissais justement des professionnels dans le secteur, en plus, ils étaient très contents du coup de gagner un mandat grâce à moi, mais même des fois, ce n'était pas mon secteur. Et ils me disaient, bon, bah voilà, regarde, j'ai 3 estimations, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'elle a dit. Et du coup, je voyais que j'arrivais à les aiguiller, pose cette question-là. Et finalement, est-ce que c'est celui qui a vendu le plus de biens ou est-ce que c'est celui qui me fait la meilleure estimation, le mieux? Et en fait, je me suis rendu compte que je développais vraiment une expertise pour ça. Je me suis toujours dit, il faudrait un jour que j'en fasse quelque chose. Et merci le confinement, bientôt 1 an. Et c'est là que j'ai créé justement chasseurdagents.com. Et du coup, tu as la carte T? Oui. Et oui. Pourquoi tu ne vends pas les biens de tes contacts du coup? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Déjà, pour faire bien les choses, tu ne peux pas t'éparpiller. D'accord. Déjà, en ce moment, je chasse. Et en plus, je suis sur chasseur d'agents, c'est déjà trop.
J'ai vraiment du mal à concilier les deux parce qu'il y a une expérience, une exigence par rapport à mes clients qu'il faut que j'assume au quotidien. Et moi, je pensais qu'un site internet, ça se faisait comme ça. C'est ce que j'ai fait, mais je ne me suis pas rendu compte de tout le travail qu'il y avait derrière. Si demain, je me mets en plus à vendre, je vais avoir quand même un gros souci avec tous mes contacts, vous, les agents immobiliers. Parce que moi, quand je viens, je dis non, mais je les rassure, je dis t'inquiète pas, moi je suis pas là pour entrer en contact direct avec ton client. Je suis pas là pour prendre ton mandat, moi je suis là pour mes clients. Et c'est c'est la promesse que je fais. Je dis. Oui. Et en plus, justement, moi ça me sert dans mon réseau. Sache que si jamais j'entends d'ailleurs des porteurs de projets et que c'est dans ton coin, si toi tu es bon avec moi je te mets direct. Et en fait, c'est ce que j'appelle vraiment faire une synergie. Et c'est tout le sens d'ailleurs de chasseur d'agents. J'insiste sur synergie parce que vous, comme moi, vous devez être très certainement alpagué par des courtiers. En tout cas, c'est mon cas sur LinkedIn. Tous les jours, je reçois des messages de courtiers qui me parlent de synergie, qui consiste en réalité juste à me rémunérer si je leur apporte un client. Ce n'est pas ce que j'appelle des synergies. Moi, une synergie, si demain je travaille avec toi, Alexandre, c'est que je vais acheter un bien via mon client. Toi, tu vas justement, parce qu'on va être en concurrence sur le même bien, déjà, tu vas faire en sorte, toi, de me présenter le bien en premier. C'est ce que j'essaie de créer, moi, avec mon réseau. Comme ça, ils sont contents. Moi, c'est une valeur ajoutée que j'apporte à mes clients. Et si jamais on est en concurrence, ils sont bien contents aussi qu'on passe devant parce que, justement, j'ai noué, moi, un lien avec Alexandre. Parce qu'Alexandre, il sait qu'Idriss, avec chasseur d'agents, ou même moi, si je peux te renvoyer la balle, je le ferai. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu opères pour faire la découverte des clients? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez pertinent. C'est vrai que nous, les agents immobiliers, malheureusement, on est plus dans la technicité. Les 2 tiers du temps, notre façon de faire, c'est les mandats, comment récupérer un mandat pour pouvoir mettre en publicité, ramener des acquéreurs, faire des visites. Ce qui est une très grosse erreur. Ce qui est une très grosse erreur. Mais en tout cas, c'est encore notre culture. Mais on parle encore une fois de technicité. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que la découverte des clients dans les agences et même chez les mandataires, d'une manière générale, ceux qui opposent, on a deux clientèles, l'acquéreur et le vendeur, on ne passe pas assez de temps avec l'acquéreur. Et c'est pour ça qu'on envoie tout de suite de la fiche technique. C'est pour ça que c'est pareil, on est encore dans une technicité, on est encore dans du concret, si tu veux, immobilier, et non pas dans une découverte, comme tu disais Olivier, d'un modèle de vie, où quand on se décide à paraître un professionnel, quand on se décide pour un appartement, à partir du moment où le cahier des charges est respecté, qu'est-ce qui va plus faire la différence par rapport à une autre? Justement, c'est les écoles, c'est la façon dont on peut aménager, c'est la façon dont on se voit vivre, c'est la façon dont on se voit évoluer à travers le temps dans cet environnement, dans ce quartier. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez... Voilà. Mais tout ça, c'est des questions subjectives. C'est des interrogations qu'il est difficile en agence immobilière de percevoir. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de temps pour faire une découverte client-acquéreur, quitte à aller chez eux, voir un petit peu la façon dont ils se meut chez eux, s'imaginer un bien au travers eux? Quel est en fait, tu dois bien le voir parce que tu fréquentes les agents immobiliers, c'est tes meilleurs alliés, tu vois un petit peu la façon dont ils opèrent entre les acquéreurs et toi? Alors, la façon dont ils opèrent, eux, je l'aperçois malheureusement qu'à travers eux. À travers, par exemple, la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec Olivier, justement, à travers leur retour. Moi, la découverte acquéreur, faut comprendre que moi, dans mon métier, 9 fois sur 10, je cherche des appartements pour de l'investissement locatif. C'est vraiment de l'investissement. De temps en temps, là, en ce moment, j'ai une recherche pour de la résidence principale, ce qui est pour le coup beaucoup, beaucoup plus dur pour nous parce qu'il y a une dimension humaine, hein. Émotion. Bah oui. Et là, c'est plus dur parce que forcément, il ne suffit pas de respecter le cahier des charges. Il faut, comme tu dis, Alain, quand tu vas chez la personne, comprendre pourquoi ce mouvement et comprendre la destination, en fait, toute cette raison. Et que finalement, toi, tu n'es que le moyen d'y parvenir. Absolument. C'est ça. Et tout part de là. Et c'est justement ce que j'expliquais sur l'interview où tu m'avais
entendu Olivier, et moi je trouve que c'est une qualité pour les professionnels, c'est quelque chose sur laquelle moi je travaille, parce que je sais que c'est pas un de mes points forts, c'est l'écoute. Écouter, si tu arrives vraiment à écouter, mais je parle d'une écoute proactive, c'est-à-dire d'être en mesure de poser les bonnes questions, de savoir pourquoi elle bouge, pourquoi elle veut être dans ce coin-là, de ce côté, de ce quartier-là. Une fois que tu as compris le pourquoi, la raison d'être, tu as compris la destination, finalement, après le reste est plus facile. Alors, je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est plus facile. Et c'est en ça, finalement, que nous, quand on fait de la recherche, enfin, je dis nous, je parle de moi, parce qu'en réalité, ce que font mes confrères chasseurs, je ne sais pas. Parce que autant je commence à connaître par cœur les professionnels, les agents immobiliers, mais les chasseurs, mes confrères, je ne les vois jamais. Donc, je ne sais pas finalement comment ça se passe avec les autres chasseurs. Mais je sais que pour moi, quand on fait de la recherche pour de la résidence principale, c'est compliqué parce qu'il y a toujours une part d'émotion en fait, qu'on ne maîtrise pas, tout simplement. Et donc, des fois, on peut trouver en 2 visites, comme ça peut reprendre 10. Ou des fois, ne pas trouver, en fait. On l'apprend par l'éducation du client. On arrive à... Tu sais, le client au départ, quand il n'a pas la maîtrise, alors il y a le client primo-accédant, qui là a un système d'éducation qui est différent du client qui a déjà acheté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, le client qui a acheté au moins 1 fois, il arrive toujours avec 80% de rêve et 20% de réalité. Et le problème, c'est que le conseiller, quand il reçoit le client, il essaye de découvrir le client, savoir si son projet, grosso modo, le client est porteur d'un chèque sur lui ou pas. Et je crois que là, il se trompe. C'est souvent en formation, on essaye de leur dire ne voyez pas vos clients s'ils sont prêts à dégainer le chéquier, parce que d'abord parlez-leur de leur vie, allez prendre un café chez eux. C'est comme ça qu'on arrive à découvrir dans le domaine d'habitation ce qu'ils aiment chez eux, surtout ce qu'ils ne veulent pas retrouver. Et puis, il faut rencontrer l'humain pour qu'on ait la compréhension en fait, de leur recherche. Après, pour l'investissement, ce que tu fais, donc, c'est aussi assez compliqué parce que eux, ils ont des rapports différents qui sont plus techniques. Oui et non. De la même manière, là, je fais un parallèle avec vous, les agents immobiliers. Moi, je pense qu'un agent immobilier ne devrait pas prendre, je le pense parce que je ne l'ai jamais fait, et très certainement que je ferais comme eux finalement si j'étais agent immobilier, ne devrait pas prendre tout simplement pour son business de mandat simple et de mandat qui n'est pas au prix. Moi, quand je fais de la chasse, c'est ce que j'appelle prendre le brief du client, c'est-à-dire comprendre, rechercher ce qu'il veut. Et par exemple, dans l'investissement locatif, si le client me demande le mouton à 5 pattes, j'y vais pas, parce que je vais perdre mon temps. Et il y en a des fois qui rêvent. Enfin, moi qui me demande des choses, je connais très bien le marché, je ne le trouverai pas. Donc, après, tu sais, une agence immobilière, c'est comme une petite ruche. Donc, on va prendre des mandats. Il y en a qui sont effectivement vendables tout de suite, d'autres qui sont vendables à plus ou moins à long terme. Et après, on va les couver jusqu'au moment où ils seront prêts à être vendables. Si jamais, alors je sais qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça, mais si tu refuses les mandats, il y a de grandes chances que derrière, la personne le prenne pour lui en fait. C'est-à-dire que si tu refuses un mandat, tu risques de ne plus le retrouver derrière. Sauf s'il est intelligent et qu'effectivement il comprend qu'à ce moment-là, c'est mieux pour lui que tu ne le prennes pas. Mais ce n'est pas forcément évident. Et puis, il y a une histoire de statistiques. Tu sais on va dire que si tu prends les mandats simples, tu vas prendre à peu près entre 7 et 9 mandats suivant les secteurs et tu auras une vente. Alors que tu vas rentrer quasiment un mandat exclusif, tu vas faire une vente. Enfin, voilà, tu as sur 10 mandats exclusifs, tu feras 8 ventes. Donc, c'est clair qu'après, il y a une histoire de statistiques. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les agents ne devraient pas prendre de mandat simple. Attends, Alexandre, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, ce que je te dis en ma position, c'est très facile pour moi de le dire. Parce que je ne suis justement pas à votre place. Donc, c'est facile pour moi de dire ce qu'il faudrait faire. Je ne fais pas. Non, mais c'est juste... Mais demain, si j'étais à ta place, très certainement que mon discours changerait. Il y a quand même... alors, parce que tous les deux, vous avez raison, et en même temps, tous les deux, vous avez tort. Enfin, je veux dire, personne n'a raison et personne n'a tort. Dis-nous, papa. Merci, mon enfant. Non, j'aimerais, moi, comprendre comment tu récupères tes acquéreurs.
Est-ce qu'il y a une démarche commerciale? Est-ce qu'ils viennent te voir? Est-ce que c'est par la confiance? Parce que justement, tout est là. Les 90% des affaires que l'on peut proposer, il y a quand même, nous, de notre côté, une démarche d'aller les voir. Ce n'est pas eux qui viennent nous voir. Donc il y a un rapport de force qui est quand même complètement différent. Totalement. Moi, ça m'intéresserait de savoir de ton côté, qui sont ces acquéreurs que tu accompagnes? Ils viennent d'où? Est-ce que c'est de la recommandation? Est-ce que c'est des prescripteurs? Est-ce que c'est des gens qui te font confiance? C'est tout ça à la fois. Et c'est ce que tu viens de dire. Toi, quand vous trouvez des clients, vous êtes dans une posture, vu que vous faites de la prospection, finalement dans une posture de demandeur. Et c'est ça. Et moi, je pense que tout se joue... faiblesse, position de faiblesse. C'est ça. Et moi, dans mon business, il est extrêmement important en fait que le client me fasse confiance, parce que lorsque je vais aller visiter le bien, je vais vraiment être ses yeux, quoi. Quand je lui fais un topo et quand je lui fais un retour de ce que j'ai vu, je vais vraiment lui faire les points positifs, les points négatifs. Quand bien même je peux lui recommander de faire cette acquisition, néanmoins, il y a toujours des choses à redire. Et il faut bien que le client comprenne que je ne suis pas là, moi, juste pour lui vendre, que je suis là pour son objectif. Et tout ça, en fait, ça, forcément, du coup, on ne fait pas de prospection. Ce n'est que du bouche à oreille, de la recommandation uniquement. Et moi, je ne suis surtout pas, avec mon collègue David, on n'est surtout pas dans une posture de demandeur. Quand justement, récemment, justement, j'ai un couple de clients qui voulaient que je cherche pour eux. Donc, on a fait toute la compréhension de la raison pour laquelle ils veulent déménager. Et ensuite, ils reviennent vers moi quand ils le veulent. À aucun moment donné, je vais commencer à les relancer parce que je suis dans le besoin et il faut faire du chiffre. C'est extrêmement important, parce qu'à partir du moment, et comme tu dis, là, c'est un rapport de force. Si c'est toi en fait, qui est dans une posture commerciale et que tu es dans la demande, tu ne peux pas gagner cette confiance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas proposer quelque chose, toujours derrière la tête, on va dire, bon, attends, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit? Et cette confiance, c'est tout mon fonds de commerce. Si moi, je n'ai pas cette confiance, je n'ai plus rien. Mais tu leur fais signer quoi? Un mandat de recherche? C'est ça. C'est de la confiance? C'est une obligation. Oui. D'accord. Non, mais je demande. Au-delà de la confiance. C'est une obligation, les bons de visite, la grande non, majorité des agences. Le mandat de recherche, c'est quand même ce qui le couvre vis-à-vis des visites et vis-à-vis des agences. Donc, oui, je pense qu'effectivement, c'est comme si tu as une personne qui t'est recommandée, qui met son appartement à la vente, tu vas aller faire signer un mandat exclusif. Quand on peut, oui, bien sûr. Mais tu sais, c'est le Graal. On va dire que c'est le fantasme. T'as vu, Idriss, je te défends. Mais je comptais sur toi. Parce que papa est méchant. Je vois qu'Olivier, par contre, il dit rien. Non, mais parce que là, je suis en train de regarder, j'ai l'impression d'être chez Jean-Jacques Bourdin, que Alain nous a pris pour Bourdin Investigation. Alors, Idriss, je voudrais que tu répondes à la question, s'il te plaît, Idriss. Parce que c'est le premier chasseur d'appartements qu'on invite, c'est le premier. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant, si tu veux, et tu prônes ça, Olivier, depuis très longtemps, c'est de pouvoir démembrer. On est multitâche et on s'aperçoit en fait que c'est très difficile de tout faire bien. Moi, je suis pour la segmentation des tâches. Ah là, vas-y, parle-en, Olivier. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans la segmentation des tâches, le métier est tellement complet et complexe sur certains points. C'est complexe sur la partie psychologique. C'est la partie la plus dure à enseigner et à comprendre, parce qu'on se dit, tiens, moi je vais faire de l'immobilier, parce que j'ai vu les émissions de Monsieur Plaza ou sur M6, où je vais faire de l'immobilier parce qu'on m'en parle et on me dit que je serais très bien dans cet univers-là, à rencontrer des clients et à présenter des biens. Mais derrière, quand on les amène sur le terrain et sur la réalité des choses, c'est un tout autre monde. Et c'est presque, je dirais, un monde parallèle, parce que alors, quand on doit faire la recherche de A à Z, on se retrouve à faire énormément de prospection, parce qu'il faut trouver ce fameux stock de biens. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'outils, de start-up, de PropTech, de salon rent existent pour fabriquer des astuces et des hacks pour trouver des mandats. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, quand on est allé visiter de choses dans c'est que ça sert chasseur d'agents.com, c'est ça.
Ouais, et donc ton Absolument. site, donc tu nous diras comment ils peuvent s'inscrire pour te rencontrer. On mettra ça dans la description de la vidéo. Et il y a un autre point aussi que je voulais parler qui était ultra intéressant, c'est la partie en fait LinkedIn. Tu es arrivé sur LinkedIn en tant que, comment je pourrais dire ça? En tant qu'extraterrestre. C'est marrant ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que tu t'adresses aux donneurs de leçons. C'est, enfin, Je me sers d'eux, mais c'est pas à eux que je m'adresse. oui. Et c'est moi le bourdin. Non, Ah mais j'adore. Moi, j'aime beaucoup les sujets. Non, mais qu'Idriss c'est vrai est dans- qu'Idriss, tu fais un peu le buzz avec tes posts. Là où en fait, je te jalouse un petit peu. Ah bon? Non, Alexandre, t'es pas jaloux. Un petit peu quand même, parce que si tu veux, quand tu fais un post et que tu as quelques vues, quelques commentaires, et qu'à côté de toi, tu Ce as... que tu fais sur LinkedIn aussi? Oui. Ouais, d'accord. Oui, je suis sur LinkedIn, mais Parce qu'il faut pas D'ailleurs, comparer j'aurais ce que tu besoin fais d'un- sur YouTube non, et non. moi sur LinkedIn parce que Oui, c'est pas oui, comparable. j'aurais besoin d'un petit coup de main. Ah bah, avec plaisir. voilà. Non, mais il va mais- nous expliquer comment oui, il oui. est arrivé. Mais Ouais, c'est ouais, vrai que c'est impressionnant. Moi, je suis toujours étonné par les personnes qui arrivent à monopoliser comme ça, à faire bouger les foules, avoir des commentaires. Je sais pas, je sais pas combien tu as eu de commentaires au maximum sur tes posts. Le maximum que j'ai fait, c'est plus de. Je crois qu'il y en a un que j'ai dépassé les 100 commentaires. Ce qui est impressionnant. Ce qui est réellement impressionnant. Oui. Donc, je trouve que bravo, parce que Merci. c'est génial. Et effectivement, c'est parce que peut-être que tu choques, entre guillemets, ton Enfin, audience. il interpelle. Tu interpelles. Le choc, c'est peut-être pas Tu le pars mot. en tu investigation de la question qui va interpeller. Tu sais, tu t'adresses aussi bien aux mandataires qu'aux aux agences traditionnelles. C'est ça. Et là, tu vas leur poser des fois la question qui tue. Et la dernière que j'ai vue en date, où tu leur demandais exactement quelles étaient en fait leurs valeurs qu'ils apportaient au niveau de leurs clients, un petit peu. C'est ça, qui était la différence entre les deux, quoi. Quelle était la différence entre les deux? Mhm. Et quelle réponse tu as eue alors à cette question-là? Bah, la réponse traditionnelle, mais en fait, il faut comprendre, en fait, c'est pas que je suis pas un extraterrestre, c'est juste, et je pense, ce qui est ma force aujourd'hui, c'est que justement, j'ai pas commencé par exercer le métier par la vente. Là, moi, avant de faire chasseur, la seule expérience que j'ai eue dans l'immobilier, c'était justement de trouver un agent immobilier ou de faire une estimation pour la vente de la maison de mes parents dans les Yvelines à Voisin-Bretonneux. C'est comme ça que tu as commencé. Non, Non. mais c'était juste un peu avant. Mais du coup, j'ai vécu l'expérience en tant que client. C'est une expérience, oui, tout à fait. J'ai intéressant. vécu la souffrance en 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais à partir du moment, alors, c'était en 2017, donc c'est pire aujourd'hui, hein, parce que j'ai d'autres anecdotes à ce sujet, mais déjà en 2017, quand tu es un propriétaire et que tu dis publiquement que tu vas peut-être, c'est hypothétique, mettre ton bien en vente, le problème c'est que c'est tellement concurrentiel ce secteur, c'est que tu te fais harceler dans tous les sens. Tu as poussé la porte de l'agence du coin, parce qu'elle est là depuis 20 ans, donc tu es allé les voir, forcément. Elle va t'appeler tous les jours. J'habite actuellement à Argenteuil. Une fois, ma femme elle voulait juste savoir combien valait l'appartement 2 ans après. Juste par curiosité, elle allait voir une agence archi connue. Pendant 3 semaines, tous les jours, l'agent immobilier a appelé. Moi, quand j'ai fait pour la vente de mes parents, j'ai fait une estimation en ligne sur Meilleurs Agents. Mais vous lui avez dit que c'était par curiosité. Il faut lui dire non, je ne vais pas la vendre, je voudrais avoir juste Ouais. l'information. Elle hésitait. En fait, elle hésitait à la vendre à ce moment-là. Ah d'accord. D'accord. Et en fait, l'agent immobilier lui Ne jamais hésiter. et l'agent- et tout Il faut dire non tout de suite. Ah oui, et d'ailleurs, que le discours d'agent immobilier, c'était lui dire c'était en 2018 que le marché allait s'écrouler. Enfin bref. Et par exemple, quand j'avais fait une estimation j'allais dire de ne pas le citer ici, mais sur Meilleurs Agents, parce que tout le monde fait ses estimations là-dessus, c'est l'expérience pour un propriétaire est juste épouvantable. Je me suis retrouvé, je suis quelqu'un qui prône le respect. Je m'énerve rarement, et quand je m'énerve, j'évite même dans les paroles de rester respectueux. C'est une des rares fois où j'ai dû verbalement manquer de respect à une personne au téléphone pour qu'elle arrête de m'appeler. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement parce qu'en fait, ça coûte tellement cher, ça a tellement de valeur, ce lead,
que dès qu'il y a quelqu'un qui déclare qu'il va mettre en vente, c'est moi, je suis démarché tous les jours par d'autres prestataires, on l'appelle SFR, tout. Ça me saoule, moi, quand on me démarche. C'est encore pire sur LinkedIn. Mais du coup, quand tu te mets à la place du propriétaire-vendeur qui fait appel à 2-3 agences, plus en plus il a fait l'estimation sur Internet, en fait, il faut bien se dire qu'au bout d'un moment, la plupart, ils pètent un câble, tout simplement. Parce que ce qui devait être juste une étape et vendre sa maison, en fait, il se fait relancer tout le temps, tous les jours. Et tu as beau dire à l'agent immobilier, mais rappelez-moi dans une semaine, oui, d'accord. Demain, le téléphone, il sonne. Ce sont des très bons agents immobiliers, dis donc. Tu sais, alors, on est d'accord. Parce qu'en fait, on est d'accord. Parce qu'en fait, là, ce que tu es en train de m'expliquer, oui, non, mais c'est ça qui est très étonnant. Exactement, on est parce d'accord. qu'en fait, on dit que les agents immobiliers ne sont pas bons dans le suivi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne relancent pas leurs clients. Le suivi des estimations et des... Et là, tu es en train de nous dire qu'à Voisin-le-Bretonneux, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il y a les meilleurs agents immobiliers de France. Justement, c'est pas du tout le cas. Non, mais les meilleurs psychopathes de l'immobilier. Parce que pour emmerder comme... Non, mais attends, parce que tu peux faire un suivi, mais... Oui, on est bien d'accord. C'est intelligent. C'était mis sous le ton de l'humour, mais sûr, effectivement... Mais effectivement, en réalité, il y a du travail derrière. Quand même. Ce que faut j'ai pas vécu sous-estimer. Ce que j'ai vécu là, j'ai vu que moi, ma femme l'a vécu à Argenteuil quelques temps après. J'en parle avec d'autres, des amis... notamment, j'en parle souvent, mon pote Manu qui a vendu sa maison, d'autres. C'est en réalité l'expérience... Ah, Manu, il existe vraiment ? Oui, mais je me suis inspiré de ce que Manu m'a dit parce qu'il a vécu une mauvaise expérience. Il faudrait l'expliquer à nos auditeurs parce que, en fait, déjà, je vous invite à vous inscrire sur la page LinkedIn de notre cher ami Idriss et vous allez comprendre qui c'est Manu. Manu, je pensais que c'était une troisième personne. Il me parle toujours. Manu, c'est un peu ton alter ego. T'as tout compris, Olivier. Merci. Ouais, écoute, c'est super. Tu lui parles, mais c'est ton antithèse. C'est ça. Et exactement. Lui, alors je me dis, qu'est-ce qui te malmène, ce Manu ? En fait, c'est un pote à moi qui s'appelle Manu, avec qui j'ai eu une discussion au mois de juillet dernier, je me rappelle. Et parce que il a eu malheureusement une mauvaise expérience dans l'immobilier. Et lui en a conclu que c'était à cause des agents immobiliers. Moi, je lui ai expliqué, c'est juste tu avais choisi le mauvais. Je suis parti de là, et puis tout le reste, par contre, est inventé. Après, maintenant, Manu, en fait, est tiré d'un personnage réel, mais après, tout ce qui en découle sur les posts, c'est, comme tu dis, c'est mon antithèse. C'est en fait, je me sers de Manu pour parler finalement du particulier. C'est Tataillé. Oui, non, mais attendez, je vais vous... Tu te rappelles de Tataillé ? Ouais. Bonjour. Appelle Tataillé. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup tes références, Alexandre. Alors, on passe un bonjour à Manu. Il ne sait même pas que je parle de lui sur LinkedIn. Hein. D'accord. Donc, tu as fabriqué la marionnette. Moi, je préfère la référence, comment il s'appelle ? Jeff Panaclock. Jeff Panaclock. Panaclock. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. C'était très, très sympa. Merci de m'avoir invité. J'ai passé beaucoup de plaisir à être avec vous. C'était une belle rencontre. Cool. Merci. Tu es le bienvenu et j'espère qu'on pourra en faire d'autres ensemble. Pas trop quand même. Comptez sur moi. Donc il faudra qu'on attende un petit peu le passage du New Baby qui arrive bientôt là. Exactement. Donc on souhaite plein de bonheur aux heureux parents. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Merry Christmas and a Happy New Year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our midnight kiss on the bridge that night under the stars.